Bonjour. Oui, comme je suis étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement. Je vais vous présenter les résultats préliminaires d'un projet de recherche que j'ai mené sous la direction de la professeure Stéphanie Yates. Ma recherche s'articule autour de l'industrie de la mode, mais autour de personnes qui ont décidé d'aller à contre-courant de la mode rapide et qui ont décidé de changer leurs habitudes de consommation de vêtements pour des habitudes responsables. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'identifier les motivations, mais à travers leur expérience, à travers leur contexte, leur environnement dans lequel ils évoluent, et d'identifier également les freins et les avantages observés lors de ce changement-là. Mais avant de commencer, j'aurais aimé ça vous faire une petite confidence sur les vêtements. En fait, moi, quand j'étais jeune, je collectionnais les étiquettes de vêtements. Euh, dans le fond, c'est une partie des étiquettes que je collectionne. J'en avais une centaine. Puis j'ai décidé d'en amener une étiquette aujourd'hui parce que c'est drôle, une étiquette. C'est un peu comme une histoire. C'est comme un livre, mais il n'y a pas d'histoire. Euh, on la regarde, celle-là, puis ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'intérieur, c'est marqué que seulement 4% des gens lisent l'étiquette. Bon, j'en fais partie. Mais en fait, c'est ça, ça n'intéresse pas un livre qui n'a pas d'histoire. Parce que, en fait, sur la première de couverture, on a quoi? On a un logo, on a la marque. Puis, sur la quatrième de couverture, en endos, on a le résumé. Euh, mais on entend faire des deux, on n'a rien. Puis, en fait, le résumé, l'endos, se traduit essentiellement en seulement un code barre. OK, donc si on a un code barre, ça veut dire qu'il y a des barres qui représentent la naissance du vêtement, il y a des barres qui représentent son transport, il y a des barres qui représentent aussi l'histoire une fois que le vêtement est adopté par un humain. Hein, qu'est-ce que devient le vêtement une fois qu'il est entre nos mains? La relation qu'on a avec le vêtement et donc les habitudes qu'on entretient avec ce vêtement. Alors moi, un peu, c'est pour ça que je me suis intéressée exactement à ça. Puis, c'est pour vous parler aujourd'hui de cette relation-là, ce rapport-là et l'influence qu'il y a sur nos habitudes de consommation. Pourquoi la mode rapide? Pourquoi la mode jetable? Pour entendre une mode éphémère? Ben ça, j'ai déjà vu plusieurs images comme ça. C'est une des nombreuses montagnes de vêtements dont on s'est débarrassé ou dont ont été exploités. Ici, c'est dans le désert d'Atacama, au Chili. C'est pas une image qui est très surprenante, considérant que l'industrie de la mode produit 100 milliards de nouveaux vêtements annuellement dans le monde. Donc, on se doute bien qu'on n'a pas assez de jours par année pour porter tous ces vêtements-là. Ce qui fait en sorte que, en 2020, aux États-Unis, il y avait 2150 morceaux de vêtements qui étaient enfouis par seconde. Puis, au Québec, en 2020, on a dépensé 14,6 milliards sur des vêtements, des chaussures ou des accessoires. Donc, ça, c'est vraiment juste un très, très bref survol de la mode rapide. Hein, c'est quoi? C'est la production à bas prix de vêtements bon marché dans un délai toujours de plus en plus court entre la conception et la mise en vente. Tout cela en s'assurant de garder en filigrane les conditions des travailleurs et des impacts sociaux et environnementaux. Par exemple, Sarah, entre la conception, la production et la livraison en magasin, s'écoule seulement 2 semaines. Donc, c'est assez rapide. Considérant tout cela, j'ai inscrit ma recherche, en fait, à travers différents mouvements et idéologies, certaines directement en lien avec l'industrie de la mode, comme le slow fashion. On parlait ce matin du ralentissement, mais là aussi dans l'industrie de la mode, qui s'inspire notamment du mouvement slow food des années 80, qui répondait en fait à la production de masse et standardisée de l'alimentation dans les chaînes de restauration rapide. Euh, le slow fashion, tu sais, c'est présenté vraiment comme une transition entre de la quantité à la qualité. C'est vraiment la production durable de vêtements impliquant toutes les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement. Mais c'est aussi comme quoi la durabilité est un résultat et non pas un objectif de l'usage des vêtements. Et l'usage est vraiment mis au cœur de ce mouvement-là.
Puis, la suffisance, ben, pourquoi est-ce que j'inscris cette recherche-là aussi dans une idéologie de suffisance? C'est une perspective qui est présentée de manière plus sociologique d'un certain mode de vie qui se dissocie des valeurs consuméristes actuellement dominantes dans les pays du Nord global et qui implique une réévaluation des besoins. Donc, on parle de consommation, mais dans une perspective plus d'usage, donc en tant qu'utilisateur qui m'amène à vous parler de mon ancrage théorique pour la suite de cette recherche. En fait, je vais vous parler de surtout la philosophie pragmatique amenée par John Dewey, qui a accordé une grande place dans ses travaux aux habitudes et au concept de réformisme social. Pourquoi là, je parle de ça? En fait, en 1922, John Dewey a parlé de deux écoles de penser qu'on parle encore aujourd'hui de réformisme social, comme quoi ben, on avait d'un côté soit qu'on se penche sur les individus, de par leur action vertueuse pourrait amener un changement des institutions, ou on parlerait des institutions, donc comme quoi ben, le changement des institutions amènerait un changement dans la conduite humaine parce que l'humain serait malléable. Mais il y avait un problème à ça parce qu'en fait, ce qui arrivait, c'est que, ben, OK, mais ces deux écoles de pensée-là, n'offre pas de moyens de modifier le contexte, l'environnement dans lequel on évolue, qui joue un rôle extrêmement important. Donc, on s'en remet un peu à l'accident, hein. On espère un événement soudain, comme une pandémie, qui va ouvrir une fenêtre d'opportunité pour changer le contexte et l'environnement dans lequel on évolue. Donc, devant ce constat-là, John Dewey a plutôt amené comme, l'idée comme quoi ben, le progrès avance dans les deux directions et que toute conduite, toute habitude est une interaction entre l'individu et son contexte. Donc, les pistes de solutions ne se retrouvent pas seulement dans les ressources intérieures de l'individu, ni seulement dans les ressources, ben, dans les facteurs extérieurs, mais bien dans une forme d'ingénierie sociale. Donc, sur cette approche-là, les individus et leur contexte ne peuvent pas être séparés, ils se façonnent continuellement. Et de cette interaction-là, entre les individus et le contexte, peut émerger des habitudes. Et c'est ici cette partie-là qui va m'intéresser particulièrement. Donc, dans le fond, l'habitude devient cette manière d'incorporer et d'utiliser son environnement dans lequel on évolue. Et des habitudes, on peut aller à des actions, à une conduite, à des comportements particuliers. Alors, euh, ceci étant dit, ce que je vais vous parler, ce sera de quelles sont les motivations, mais vraiment à travers les expériences, les contextes des personnes qui ont déjà changé leurs habitudes de consommation et quels sont les avantages et les obstacles observés. La méthodologie, en fait, ben, c'est une étude exploratoire, inductive. Donc, on avait évidemment des thèmes pour les questionnaires, mais c'était vraiment inductif, donc on n'avait pas d'hypothèse. 16 personnes ont été interviewées, des personnes qui ont changé leurs habitudes, particulièrement pour des habitudes en lien avec soit la réduction de la consommation, plusieurs activités de collaboration, donc des échanges collectifs, ou également beaucoup de seconde main. C'était des personnes entre 25 et 60 ans, s'identifiant comme femmes et hommes. Puis, on a effectué donc des entretiens semi-dirigés suivant l'enquête, une méthode scientifique qui s'appelle enquête de garde-robe en anglais, c'est Wardrobe Studies. C'est une méthode scientifique qui est surtout utilisée dans les recherches en lien avec les objets et les vêtements. Le but, c'est que ça soit basé sur la matérialité et c'est de dire, OK, ben, comment est-ce que la présence d'un objet, donc d'un vêtement dans un entretien, peut faire émerger des souvenirs, émerger des expériences non verbalisées lors d'un entretien. Et donc, ramener la personne à certains moments où elle expérimentait, elle avait une relation avec ses vêtements. Donc, j'ai demandé en fait à mes participants et participantes qu'ils amènent sur place trois morceaux de vêtements. Évidemment, ils étaient déjà habillés, là, mais il y avait entre leurs mains trois morceaux de vêtements, un qu'ils aimaient, un qu'ils portaient souvent et un qu'ils ne portaient pas souvent. Euh, donc, voilà. Et ensuite, j'ai fait une analyse thématique avec les résultats des entretiens. Donc, je vais vous présenter les résultats préliminaires de cette recherche. Alors, ben, pour commencer, je vous parlais justement ben, de l'environnement dans lequel on évolue, du contexte. Donc, je vais vous présenter surtout les expériences qui ont suscité une prise de conscience, une remise en question, qui ont fait émerger des nouvelles habitudes.
D'abord, particulièrement, le changement de localisation, que ce soit l'achat d'une nouvelle maison, ça pouvait être déménager chez un ou une partenaire. Euh, C'était une expérience qui suscitait de faire un tri des vêtements. Ici, on peut voir Alicia, c'est des noms, c'est pas les vraies personnes, là, mais c'est les vraies personnes, mais c'est pas les vrais noms. Alicia dit, quand tu visualises la quantité de vêtements que tu as, il y a une petite prise de conscience qui vient avec. Tu sais, il y a des choses qui avaient encore des étiquettes dessus. J'étais à ce point-là. Et donc ça, et aussi, ce que j'ai pas nécessairement mis beaucoup d'emphase, c'est que les personnes participantes, en fait, n'étaient pas nécessairement sensibilisées avant leur changement d'attitude à la mode rapide, aux enjeux environnementaux, sociaux liés à la mode rapide. Ils avaient des habitudes de consommation qui étaient surtout liées à une grande quantité d'achats de vêtements. Et ils ont décidé de changer vers des habitudes, vraiment, soit qu'ils n'ont pas consommé pendant des années, ils ont consommé seulement en seconde main, etc. D'autres expériences qui ont été significatives pour faire émerger les nouvelles habitudes, évolution de carrière, que ça pouvait être autant un nouvel emploi, retour aux études, fin des études, changement de la composition du ménage. Alors, il y avait des exemples en lien surtout avec une maternité ou une séparation. Contenu médiatique. Je porte attention sur ça ici. Ici, on parle vraiment de visionnement de reportages qui a vraiment suscité une remise en question, une prise de conscience. Judith dit, j'ai été beaucoup exposée avec les réseaux sociaux. J'ai beaucoup commencé à regarder des trucs, entre autres sur YouTube. Tu sais, les reportages aussi de fast fashion, ça m'a vraiment écœuré profondément. J'ai comme fait, c'est cheap en notre affaire. Je n'ai plus jamais vraiment magasiné chez H&M. Je ne suis plus jamais allée chez Zara. Puis ensuite, défis vestimentaires. Il y a plusieurs participantes qui ont fait de leur volontairement un défi. Ils ont voulu relever un défi et c'était souvent de ne pas acheter pendant un an. Ici, Violette, tout le monde me demandait, quand tu as fini, est-ce que tu es allé magasiner au centre-ville? Puis non, ça a tué en moi toute envie de... Je passe devant des vitrines, je ne regarde même pas. Je n'ai même pas envie de rentrer chez Zara ou H&M. Donc ça a été vraiment quelque chose qui est revenu. Il y a une prévalence ici pour les défis vestimentaires. Et la pandémie, tantôt on parlait bon, de fait d'opportunités, là, mais la pandémie a amené également des expériences significatives pour l'adoption de nouvelles habitudes, le télétravail, le désencombrement, mais aussi les commandes en ligne. Ici, Magali dit, mais la COVID m'a fait réaliser le nombre de courriels que je recevais, le nombre de choses, puis aussi de recevoir des colis chez soi, puis que tu mets ça dans le recyclage. C'est là qu'à un moment donné, tu réalises, oh my God, je suis-tu rendu à ce point-là que je consomme comme ça? Donc, ça, c'est vraiment un bref aperçu de comment est-ce que certaines expériences en lien avec la consommation de vêtements ont donné des prises de conscience et une remise en perspective. Mais ça s'arrête pas là. Après ça, c'est OK, mais quelles sont les motivations qui vont avoir un impact sur la poursuite de ces nouvelles habitudes? Alors, dans les motivations, il y a eu certains sous-thèmes. Il y a eu des aspects affectifs, des facteurs financiers et éthiques et environnementaux. Alors, du côté affectif, on parlait, il y a eu beaucoup d'estime de soi, culpabilisation et fierté. Par exemple, de culpabilisation. Maintenant, si j'achète un vêtement qui n'est pas de qualité, que je vais à peine porter, je vois tout l'impact, toutes les ressources qui ont été nécessaires pour produire ce vêtement-là, puis je me sens pas bien. Je fais de l'éco-anxiété si j'achète ce vêtement-là. Donc, ça, c'est une personne qui a été motivée, après avoir adopté ces nouvelles habitudes, à les poursuivre, mais une émotion plus de culpabilisation, mais il y a également eu des émotions de fierté qui sont revenues énormément souvent. Les gens sont comme, ah, t'es donc bien bonne. Mes amis rient de moi, ils m'appellent Thrift Queen parce que j'aime vraiment ça, mais aussi parce que je trouve des trucs. Ça, c'est en lien avec le magasinage seconde main. Et je vais revenir plus tard, mais la fierté, c'était aussi un avantage très, très, très fort de ce changement-là. Le facteur financier, bien, évidemment, l'économie financière a été une grande motivation, mais également le contrôle. Oups. Ah, oh, oh. OK. J'en ai ici le contrôle. Victoria, l'idée que tu peux voter avec tes dollars, je pense. Tu peux investir dans la société avec tes dollars et ça, pour moi, je pense que c'est super important. Puis, pour finir, les facteurs éthiques et environnementaux, c'était surtout en lien avec l'alignement des valeurs qui était très, très, très présent chez plusieurs des participants.
Ici, Antoine dit ma thématique de travail puis mes convictions. Je me suis dit, il faut que j'aligne ça. Je me suis dit, j'ai la chance d'être éduquée sur les enjeux environnementaux, notamment les questions sociales qui vont derrière. Et si moi, je ne fais pas des efforts, qui va le faire? C'est plus une volonté d'aligner les différents aspects de ma vie, puis mes différentes convictions. Ensuite, on est allé voir ben, est-ce qu'il y a eu des avantages perçus d'effectuer ce changement-là d'habitude, puisque ça a impliqué évidemment une réorganisation de plusieurs aspects de leur vie. Donc, sur le côté, le plan affectif, financier, identitaire et social, j'en ai parlé tout à l'heure, fierté, légèreté, c'est comme une libération, je dirais, de ne plus être esclave du magasinage. Euh, Économie financière, alignement des valeurs. On dirait que c'est juste en lien avec tellement de mes valeurs. Ça m'amène une légèreté que je n'avais pas avant. Ça correspond à moi, ça correspond à ce en quoi je crois. Puis on dirait que je vois que des aspects positifs. Je ne vois comme pas d'aspects négatifs, fait que ça aide à continuer. Et engagement communautaire, ce qui a été mentionné par plusieurs participantes et participants, c'est ce sentiment de faire partie d'une communauté. Et il y a eu par contre plusieurs freins. Exposition à la mode rapide. Et ici, c'est vraiment un frein de dire, ben, on va regarder Judith qui dit, je regarde le monde qui se promène, je suis comme, c'est bien beau ce qu'elle a acheté, ce qu'elle porte. Je vois une vitrine et je suis comme nice, mais tu sais, j'essaie de pas trop m'arrêter là-dessus parce que si je m'arrête sur tout ce que je trouve beau, j'avancerai nulle part parce qu'on est bombardé de tout ce qui est beau. Certaines participantes aussi disaient qu'elles changeaient de rue pour ne pas aller dans les rues qui avaient trop de magasins mode rapide. Donc ça, c'est vraiment plus du côté structurel. Le temps est un très, très grand frein parce que c'est le temps autant avant la consommation, de planifier, de trouver différentes boutiques. Pendant aussi, par exemple, dans les friperies, c'est plus long magasiner. Et après, ceux qui font, par exemple, beaucoup de réparations, ben, c'est encore du temps. Une charge mentale aussi, qui est aussi liée au temps et à la préparation, à l'organisation pour trouver toutes ces différentes habitudes-là qui ne sont pas nécessairement aussi visibles que d'autres. Euh, c'est qu'il y a tellement d'options que là, on veut tout le temps avoir le parfait. Fait qu'on essaie de trouver la meilleure option, le meilleur ratio sur tel ou tel critère. C'est super demandant. Parce que maintenant, étant donné qu'il y a une prise de conscience, mais là, il y a plus de questions qui se sont posées avant d'acheter quelque chose, avant de se procurer un nouveau vêtement. L'accessibilité, ben ça, c'est, par exemple, il y avait une participante qui là, elle a déménagé à Québec et était très, très inquiète à savoir si elle allait retrouver certaines de ses habitudes, elle allait pouvoir poursuivre ses habitudes à Québec parce qu'il y avait moins d'options. Finalement, les lacunes, c'est ici vraiment un écart, un creux entre la volonté des personnes de poursuivre leurs nouvelles habitudes et ce qui leur manque pour faire face à certains verrouillages. Et ce qui ressort, c'est surtout un manque sur le plan informationnel. C'est des personnes qui ont été finalement très sensibilisées, mais qui ont véhiculé le fait qu'il leur manquait des informations au plan des différentes habitudes. Donc, certaines disaient, j'aimerais ça avoir une carte, un parcours juste de, OK, ben, les friperies avec incitatif, sans incitatif, les boutiques d'échange, les friperies pour taille plus. Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup plus, c'est un manque d'informations de ce côté-là qui était mentionné pour les habitudes. Pour ce qui est de la conception des vêtements aussi, on recherche l'information à savoir c'est quoi des coutures durables, c'est quoi quel type de matériaux j'aimerais acheter. Donc, ça ici, enjeu de durabilité, ben ça, c'est surtout mentionné que c'est facile d'oublier les impacts sociaux et environnementaux de la mode, puisque la rhétorique de la mode rapide, elle est tellement forte. Donc, on oublie les impacts. Donc, il y a vraiment ce désir d'avoir plus d'informations, que l'information soit plus présente par rapport à ça. Sally dit, parce que des fois, ça demande un effort. C'est des fois, c'est facile de s'éloigner de ça et d'aller vers la facilité. Ah, je vais juste commander. Et là, je tombe sur des données comme ça. Je suis comme, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que je le fais. Ça me ramène à ce qu'il faut. Et finalement, le perfectionnement du style, bien en fait, si on dit qu'on veut magasiner ben, plus durable, ben, les vêtements durent plus longtemps, le style dure plus longtemps, on doit aimer les vêtements plus longtemps également. Donc, souvent, ben, les participants et participantes, elles veulent des informations, des conseils pour connaître leur palette de couleurs, mieux connaître leur style, la cohérence de leur style, pour que justement, ils ne soient plus, comme certains disaient, esclaves des tendances, mais qu'ils aiment également et qu'ils retrouvent le plaisir quand même de la mode à travers ça. Donc, en une minute, juste pour dire aussi, ce qui est revenu par rapport à ces lacunes informationnelles-là, c'est que il l'aurait fait plus tôt
s'ils avaient eu toutes ces informations-là. C'est une phrase qui a été dite par plus qu'une personne exactement comme ça. Pour terminer, ben, les derniers constats, les facteurs contextuels, les expériences font émerger ces habitudes-là en lien avec les vêtements et les motivations octroient plutôt une raison d'agir. Il y a plusieurs freins, dont le temps, et mais ce frein-là pourrait aussi être pallié en lien avec des lacunes informationnelles, donc plus d'informations, moins de temps à chercher. Pour terminer, j'ai mis une citation de John Dewey qui dit: Nos habitudes individuelles sont les maillons qui composent la chaîne infinie de l'humanité. Alors, voilà. Merci, Jennifer. Est-ce que, oui, nous avons des questions peut-être Clara qui a beaucoup de merci pour cette réponse. C'était vraiment super intéressant, surtout au niveau de la méthodologie qui a été mise là. Vos approches, c'est super intéressant. Je voulais te poser une question par rapport à un des termes, trucs que tu as dit sur le perfectionnement du style. Ben, est-ce que tu n'as pas l'impression, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, que le fait qu'on ait accès à la seconde main, ça pousse au final à plus consommer parce qu'on est comme, ah, ben, il n'y a pas d'impact, et puis au pire, genre, si je l'aime pas, je le revends dans un an. Et du coup, justement, il y a moins d'engagement vis-à-vis des gens. Il y a certaines personnes qui ont dit qu'un de leurs plus grands défis, c'était justement de ne pas tomber dans, mais maintenant que je suis en seconde main, je vais consommer autant qu'avant que quand j'étais en neuf. Mais les personnes qui ont fait ce changement-là, elles ont une réflexivité sur ce qu'elles font. Donc là, dans le fond, elles se disent, OK, mais là, attends, est-ce que je vais acheter un vêtement parce qu'il est seconde main, donc je me dis c'est correct, ou je vais acheter un vêtement parce que j'en ai besoin. Et finalement, ce qu'elles m'ont confié, c'est qu'elles y vont par j'en ai besoin. Cela étant dit, et même si leurs habitudes étaient soutenues dans le temps, ça fait plusieurs années qu'elles ont fait leur changement, elles me le disent, là, elles ne sont pas parfaites. Et une des thématiques qui est ressortie, j'en ai pas parlé, c'est que, et ce qu'ils recommanderaient aux autres, c'est de dire, ne visons pas la perfection, là. L'alignement des valeurs ne sera jamais 100% 100% bon. Donc oui, il y en a une, elle a eu un enfant, elle a dit oui, au début, je suis allée en seconde main pour acheter des vêtements pour bébé seconde main. Là, tout à coup, je me suis dit, oh mon Dieu, j'en ai acheté beaucoup trop. Elle dit, OK. Et après ça, elle est revenue à pourquoi elle fait les choses et tout ça. Donc, ça aussi, cette notion de perfection, de personne n'est parfait. Donc, c'est vraiment, mais les avantages étaient tellement puissants dans leur discours que c'est ce qui les poussait aussi à dire, bon, finalement, non, je ne vais pas surconsommer, mais en seconde main. Mais c'est un écueil 100%. Et là, naturellement, bravo. Ça aurait été le fun quand nos deux présentations allaient bien ensemble. On peut même dire aujourd'hui. Puis, effectivement, ça me rassure. Je vois que il y a des thèmes récurrents, notamment au niveau de destination, au niveau. Puis je me demandais si dans ta revue de littérature, quand j'avais creusé un peu la question, il y avait deux éléments que j'ai pas forcément vus, que tu as abordé. Un, c'était le fit. J'ai pas le chiffre et je l'ai pas retrouvé, mais la façon dont les vêtements sont conçus quand le fit il est mal fait. En fait, il y a beaucoup de remises, de retours et même de vêtements détruits parce que le fit ne fait pas. Donc, le fit, c'est comment, je sais pas comment dire en français. Comment on dit en français? Comment le vêtement tombe, là. C'est un élément très important. Fait que je sais pas si, il y avait cet élément dans l'échantillon, je sais pas l'échantillon, c'était combien de répondants dans ton échantillon, mais s'il y avait cette question de est-ce que les habits me font, est-ce que des fois, il y avait quelque chose qui ressortait par rapport à ça? Puis aussi, une autre question qui revient, c'est aussi au niveau de est-ce que c'était que des femmes dans l'échantillon? Il y avait ouais, ça affectait cette question de fit et aussi est-ce que c'était un comportement par genré ou pas? Je sais qu'il y a des recherches vraiment, en tout cas chez les féminins, on s'intéresse beaucoup aussi aux échelles corporelles là, utilisées puis, pour faire les vêtements. Puis ça a l'air un peu loin, mais en fait, il y a un lien aussi dans notre façon d'acheter les vêtements contre
l'échelle corporelle est plus inclusive homme-femme, puis aussi population plus queer, tu sais. Donc, je me demandais si dans tes revues littérature, c'est des éléments qui étaient ressortis ou si dans les conversations, c'était ressorti. Oui, ben Bravo, très cool. merci. Dans les conversations, c'est ressorti. À la fin, j'ai juste mis perfectionnement du style, mais un des thèmes qui est ressorti, c'était aussi du développement du style. Certaines personnes étaient vraiment dans les tendances, donc suivaient les tendances. Et là, ils faisaient face à différents verrouillages, notamment ça ne concorde pas, ou ils ne trouvent pas qu'est-ce qu'ils recherchent, mais ils ne savent pas pourquoi ils ne trouvent pas qu'est-ce qu'ils recherchent. Puis, ces personnes-là, en fait, ont dit, ben là, moi, maintenant, depuis que je fais ça, j'avais mis estime de soi, j'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est qu'ils ont une meilleure estime de soi parce que maintenant, ben, ils n'ont pas besoin de plus vraiment suivre les tendances parce que ils achètent un vêtement dans une année. Donc, il faut vraiment qu'ils aiment leurs vêtements et qu'ils les aiment longtemps. Il y a eu un travail psychologique Ça, qui s'est fait sur par un processus, oui, c'est vraiment quelque chose. C'est pas quelque chose qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire. Là, aussi, je ne l'ai pas mentionné, là, mais c'est pas. Ils n'ont pas dit, je vais changer mes habitudes. C'est vraiment, ça a émergé par les expériences qui les ont amenés là. Puis, ils ont maintenant développé, ils développent leur style et où ils ont développé leur style. Certains n'étaient pas encore rendus à la fin du développement de leur style selon ce qu'ils disaient. Puis, il y en a une, elle dit, à un moment donné, elle a cédé, elle a dit, OK, je vais aller au Simons, là. Elle était sur Sainte-Catherine. Elle rentre au Simons et finalement, mais elle s'est rendue compte qu'il n'y avait rien qui était à son style. Puis, ce qu'elle a essayé, il ne lui faisait pas. Puis, elle s'est dit, mais non, en fait, ce que je vois là, c'est plus du tout moi, c'est plus du tout mon style, puis c'est plus ce qui me rend, c'est plus ce qui donne mon estime de soi. Donc, ça l'a, elle, était contente, en fait, d'avoir absolument rien trouvé, d'avoir été frustrée par son expérience, puis ça l'a dit, ben, j'ai fait de la bonne chose, vraiment, je suis vraiment contente de plus être dans cette voie-là. Donc, ça, c'est ce qui a été, ce que je pourrais dire qui est ressorti du côté de développement du style et le fit. Bernard et André. Rapidement, Maxence, dans deux temps, d'abord sur l'échantillon, puis après ça, dans le rapport de communication. Juste par un peu, c'était qui ton parce que moi, j'enseigne au cégep, puis j'ai jamais été autant inondé du retour des marques que j'étais comme, OK, je pensais qu'on n'était plus là. Mais j'enseigne, il y a une grosse interaction. Après, cette question-là aussi, des catégories socio-économiques aussi, cette question-là aussi de l'accès, mettons, aux secondes mains. Déjà en ruralité, tout ça dans la télécommunication, par rapport à la question qu'il y avait c'est la première partie un peu, c'est qu'est-ce que toi tu as eu par rapport à cette diversité-là en termes d'âge aussi, puis ce rapport-là. Mais dans le deuxième temps, comment tu le communiques aussi ces résultats de la recherche? On va dire, là, en tant qu'adulte, on s'entend qu'on a un rapport critique sur ces choses-là, mais sans tomber dans l'hypermoralisation, tu parles par rapport à des extensions de cégep ou whatever, d'autres mondes qui sont dans d'autres rapports plus mainstream. Comment être capable de communiquer ces trucs-là que tu mets en relief dans ta recherche aussi? Sur ces rapports de fierté, puis tout ça, sans tomber dans une hypermoralisation qui amène soit une réponse. Oui. Pour ta première question sur les données, c'est plus sociodémographique de l'échantillon. C'était en termes de revenus, on avait ça allait de en bas de 30 000 jusqu'à 150 000 et plus. Donc, il y avait vraiment une diversité à travers ça. On avait des personnes étudiantes, des personnes qui travaillaient à temps plein, des personnes au doctorat. Donc, c'était vraiment de ce côté-là. L'échantillon commençait à 25 ans jusqu'à 60 ans. La raison pour laquelle, c'était surtout parce que aussi dans les revues de littérature, c'est ce qu'il disait, ben, pour vraiment avoir un changement, il faut quand même avoir eu certaines étapes de vie et avoir aussi pouvoir acheter, avoir de l'argent en fait, là, quand même pour acheter. Donc, c'était un peu normal que ça soit dans ces eaux-là. Mais tu vois, par exemple, la personne qui avait 25 ans, elle avait fait son processus il y a environ 3 4 ans. Donc, on pouvait voir ça. Après ça, tu voulais aussi peut-être savoir C'est juste sur le rapport de comment communiquer, comment comment ça arranger communiquer. des gens qui sont encore là-dedans, sans tomber dans la moralisation. Ouais. Ben oui, ça, c'est ça, j'ai pas dit la section sensibilisation, mais tu sais, c'est sûr que ce qui serait intéressant pour les personnes ou les organismes qui veulent communiquer, ben de tenir compte, en fait, de premièrement, ça se passe dans une étape de vie. Donc, ça se passe quand il y a un déménagement, quand, tu sais, les personnes qui me parlaient, ils me disaient, ben moi, il y en a une, ben celle qui avait 25 ans, elle dit, moi, je suis arrivée à l'université, puis tout à coup, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'avais un nouveau réseau d'amis, puis eux, ils me regardaient, ils m'envoyaient des reportages sur YouTube ou tu sais, des Instagram et tout ça. Et c'est là qu'elle a commencé parce que son cercle social, elle parlait de ça, elle a regardé et elle a dit, j'aurais tellement aimé
avant que j'arrive à l'université, voir plusieurs reportages, tu sais, vraiment voir des documentaires là-dessus. Et c'est pas la seule qui a parlé de ça. Donc ça, je pense que c'est peut-être plus une porte d'entrée versus moralisateur, ça donne une prise de conscience parce que ce qui ressent, c'est que c'est surtout les prises de conscience qui font ça versus les mots. Ce qui était plus en termes de communiquer qui pourrait être intéressant, c'est une fois que la personne elle a cette prise de conscience-là et qu'elle a été, en guillemets, sensibilisée, ben là, c'est de dire, ben, on devrait, pas on devrait, là, mais il pourrait y avoir des informations pour soutenir après. Donc, ce qui a été dit, par exemple, c'est, ben, arrivé devant, il y en a une, elle a fait un fichier Excel de je sais pas combien de pages que j'ai vu. Elle a vraiment marqué, OK, ben, parce qu'il y a aussi des marques qui sont éco-responsables, mais là, ça aussi, c'est pas nécessairement transparent. Il faut aller voir sur chacun des sites web et tout ça. Donc, elle aussi, ce qu'elle disait, c'est, mais tu sais, si, exemple, j'avais une prise de conscience et que je me retourne et là, OK, ben voici c'est quoi dans ton quartier une carte interactive de les différentes trucs où tu pourrais aller. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'en termes d'information qui pourrait arriver après la prise de conscience et qui ne serait pas nécessairement moralisateur de ce côté-là. Euh, ouais, c'est ça. J'ai trop de idées qui sont dans ma tête en même temps, là, mais je sais pas si ça répond à ta question. Ouais. On n'a plus vraiment de temps, mais il veut quand même prendre la question. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Je pense qu'à un moment, tu as mentionné que c'était surtout les femmes en prévention qui sont sympas. Et justement, on sait que dans d'autres domaines, les femmes, ils sont une grande influence dans leur famille. Je voulais savoir si toi, tu avais identifié aussi, je ne sais pas, des changements peut-être dans la consommation des vêtements pour enfants ou pour d'autres membres de la famille. Et aussi, à un moment, tu parlais euh, de choisir des vêtements qui ont plus de durabilité. Est-ce que ça veut dire qu'ils se sont éloignés de marques de fast fashion et maintenant ils privilègent d'autres marques ou des vêtements qui ont plus de qualité? Je ne sais pas si ce sont des éléments identifiés. Parfait. Ben, pour ta première question, super intéressant, j'en ai pas parlé, mais c'est un résultat qui est ressorti, c'est la thématique de transmission. Donc, dans le fond, il y a eu de la transmission dans les autres objets de consommation. Et là, oui, en effet, j'avais dans mon échantillon des jeunes mamans ou des femmes enceintes. Donc, il y en avait, c'était des intentions, mais il y en avait, c'était vraiment effectué. Donc, pour acheter, par exemple, les vêtements pour bébé. Donc, c'est plus nécessairement pour eux-mêmes, pour les autres membres de leur famille. Souvent, ils vont inciter, par exemple, leur partenaire à aller aussi en friperie. Donc, ça, il y avait ça. Donc, la transmission, oui, auprès de l'entourage, mais aussi dans d'autres objets. Donc, certaines personnes qui ont dit, ben moi, maintenant, j'ai commencé par les vêtements, mais maintenant, j'achète d'autres meubles, d'autres. Donc, c'est vraiment dans d'autres objets de consommation. Et certaines personnes, il y a une transmission dans leur mode de vie. Et c'est quand même revenu à plusieurs reprises. C'est-à-dire, il y en a une personne qui est pigiste et elle, maintenant, elle n'accepte plus de contrats de marques qui sont de fast fashion. Donc, il y a eu ça. Il y a eu une personne qui, elle, maintenant, elle est tombée dans le minimalisme et là, elle va s'acheter un catamaran. Non, mais c'est juste pour dire qu'il y a vraiment... ouais, mais tu sais, il y a vraiment eu de transmission à plusieurs égards. Mais par contre, ce que je dirais, c'est que le rôle de l'entourage n'a pas, de ce que j'ai pu analyser, il y a un impact sur le changement, a pu être facilitateur. Donc, les personnes qui avaient dans leur entourage, par exemple, des gens qui avaient déjà des habitudes similaires, ben, ça a été ils n'ont pas eu un impact comme catalyseur. Euh, pour l'autre question, la durabilité, ça dépend. Il y a eu différentes pratiques qui ont émergé. Ça pouvait être souvent, ce qui émergeait, c'était j'achète un vêtement. La personne elle a pu acheter un vêtement au H&M, mais elle en a acheté un, puis elle l'a gardé pendant 5 ans. Donc, pour elle, ça, c'est la durabilité du vêtement. Mais c'est là aussi qu'est venue les questions de, OK, mais si je fais ça, comment je peux savoir qu'il est durable? Parce que même si la personne va acheter un vêtement dans une compagnie éco-responsable, ça se peut qu'après 2 lavages, il ne fonctionne plus. Et c'est des choses qui ont été aussi nommées. La personne qui avait le Excel, là, elle a nommé les différentes boutiques avec les marques éco-responsables, mais qui ne duraient pas. Parce que pour les coutures, les matériaux, etc. Donc, il y a ça aussi, ça rentre aussi dans le volet informatif qui est c'était comme des freins ou des verrouillages. Faudrait qu'elle publie son fichier Excel.
Je sais pas si on a le temps. OK, ben on allez, c'est fini. Est-ce que vous avez vu aussi des changements de comportement dans ces personnes qui avaient changé leurs habitudes aussi au niveau de la réparation de leurs vêtements, etc. Ou ça c'est juste vu sur les habitudes d'achat? Ah oui, ben ça, c'est super intéressant. Idéalement, j'aurais fait le cheminement de chacune des personnes parce qu'il y a eu différentes étapes. Mais oui, il y a certaines personnes qui ont appris à coudre. Il y a certaines personnes qui ont décidé de faire des initiatives de réparation ou de juste de dire, maintenant, moi, je ne sais pas coudre, je n'ai pas le temps de coudre, j'ai 3 enfants et ça ne me donne pas ce temps-là, mais je vais les faire réparer. Donc, la réparation, elle fait vraiment partie des habitudes qui ont émergé là, à travers ça. Et il y a même une personne maintenant qui, elle, ne savait pas coudre. Elle a décidé de faire ça vraiment comme hobby après, en même temps. Puis maintenant, elle a ouvert sa propre compagnie. Et bon, My gosh, son nom est cool, les gens c'est Je vois, il y avait Anna qui avait lancé. Oui, en fait, ma question, c'était en lien avec le passage à des actions collectives. Bon, là, je comprends que c'est sûrement, vous n'avez pas étudié ça, mais j'ai une de mes étudiantes qui comme, fait du travail similaire, mais elle travaille avec un organisme qui s'appelle Growing Arc. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Nadia Bounian. Elle aussi, ben, elle est dans le fashion, là, mais elle a fait un organisme collectif, en fait, où l'objectif, c'est vraiment de se mettre en lien les humains, les humaines avec l'environnement. Puis elles fabriquent leur propre linge, puis là, font toute la réflexion sur le supply chain, tout ça. Puis je trouve que ça pourrait être intéressant de mettre ces personnes-là en contact avec Arc parce que ça serait un beau cheminement vers quelque chose de collectif. 100%. Je trouve ça intéressant parce que, ben, tu sais, moi, idéalement, je remets mon mémoire cet été pour continuer au doctorat après. Mais idéalement, c'est justement de prendre une tangente plus de voir, OK, ben maintenant, j'ai une partie plus micro-individuelle, mais comment est-ce que ça peut se propulser collectivement? Je pourrais vous mettre en contact avec Nadia si vous ne la connaissez pas. Je la connais pas. Bon, merci beaucoup, Jennifer.